Merci. Donc, je suis Claudine Bonneau, je suis professeure au département de management et technologie ici à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Par contre, j'ai fait tout mon cursus en communication. Je suis un pur produit communication de l'UQAM. J'ai fait de mon bac à mon doctorat en communication. Donc, je conserve toujours des liens ici avec les gens de communication. D'ailleurs, je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, ou le Lab CMO, dont vous voyez le petit logo tout en bas. Donc, c'est un lab ici, en fait, qui est co-dirigé par Florence Millerand, que vous connaissez probablement, qui est professeure ici en communication, et aussi par Guillaume Lascototte, qui lui est professeur aussi en communication, mais qui est désormais à l'Université Laval. Vous voyez les trois noms apparaître ici. Le mien, celui de Guillaume, et celui de Mélanie Miette, qui est aussi professeure en communication ici à l'UQAM. Nous sommes tous les trois membres de ce laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, dont les activités croisent les vôtres. D'ailleurs, Christine Toher est membre aussi de ce laboratoire-là, puisqu'elle collabore avec Florence sur différents travaux. Donc, ce qui nous regroupe, moi et mes collègues Guillaume et Mélanie, c'est que tous les trois, on étudie les pratiques des utilisateurs des médias sociaux pour différentes raisons, puis j'aurai l'occasion de préciser nos terrains respectifs. En fait, ma présentation va être en continuité de celle de Maude. Donc, Maude a terminé sa présentation en soulevant les enjeux épistémologiques des recherches qui mobilisent le Big Data. Moi, ça sera mon point de départ. Et puis, je vous propose ici, donc, le terme TIC Data. C'est exactement dans le même sens que l'a abordé Maude, c'est-à-dire que c'est dans un esprit de complémentarité entre les approches Big Data et les approches qualitatives, où justement, je l'expliquerai un petit peu plus tard dans la présentation, le terme TIC Data évoque justement cette nécessité de contextualiser les données qu'on recueille en ligne, et donc des approches TIC Data comme celles dont je vais vous parler peuvent être utilisées en complémentarité avec les approches Big Data. Qu'est-ce qui nous a amené vers le TIC Data, mes collègues et moi-même? C'est tout simplement que dans le cadre de nos travaux de recherche, où on étudie différents usages des médias sociaux, on a été appelé l'été passé à participer à une conférence qui s'appelle Social Media and Society, qui est organisée par l'Université Ryerson à Toronto, qui avait lieu à Toronto incidemment l'été passé. Et puis, suite à un constat qu'on s'est fait entre nous, c'est que ce genre de conférence internationale réunit des chercheurs de tout type de disciplines confondues, beaucoup des sciences sociales, beaucoup de sociologie, beaucoup de communication, mais également des gens d'informatique, des gens de marketing, etc. Donc très interdisciplinaire, mais avec quand même ce qu'on remarquait, un engouement, si vous voulez, ou vraiment une préséance des études, donc qui s'intéressent aux usages des médias sociaux, qui vont justement, qui sont Maude évoquait le data-driven science, donc ils vont mobiliser des approches Big Data. Et puis, mes collègues et moi-même, on est plutôt dans des approches qualitatives, comme vous allez le voir, dans des petits corpus, donc le small data. Et on s'est dit, en cette ère d'engouement pour le Big Data, il faut qu'on réaffirme l'importance des approches qualitatives, l'importance aussi le rôle des petits corpus, donc dans cette ère de Big Data. Et pour cette raison, on avait proposé justement de se réapproprier cette expression TIC Data pour réaffirmer l'importance, le rôle, l'utilité des approches qualitatives dans les recherches sur les médias sociaux. Tout comme Maude, mes recherches ne portent pas sur les questions de santé, mes collègues non plus. Par contre, le but de la présentation, c'est qu'on va explorer assez rapidement l'une de ces stratégies méthodologiques qui permettent de contextualiser des données en ligne, et puis j'essaierai de le simuler un petit peu avec vous, et je crois qu'assez rapidement, on va pouvoir justement ensemble trouver des liens, c'est-à-dire où on pourra découvrir ensemble quelles questions de recherche
en santé liées aux technologies de l'information et de la communication pourraient mobiliser ce genre d'approche-là, à quoi ça pourrait servir, quelles en seraient les limites et tout ça. Donc, je vise à ce que ce soit là, très, très interactif. Alors, n'hésitez pas là, à tout moment à m'interrompre, là, puis à me faire part de vos commentaires. Donc, évidemment, moi, je vais pas m'étendre sur le sujet puisque Maude a très, très bien mis la table juste avant moi. Donc, dans les sciences sociales, on remarque, bien évidemment, grâce à la disponibilité grandissante des big data qui sont issus des comportements en ligne, bien, ça exerce un grand attrait auprès des chercheurs en sciences sociales. On a non seulement accès à une grande quantité de données, mais également à des outils informatiques, des algorithmes qui sont mis à notre disposition et qui peuvent justement permettre d'automatiser la collecte de corpus très, très volumineux, de traces numériques qui vont être destinées à l'analyse quantitative. Moi, évidemment, je vais plus vous parler de cas qui portent sur les réseaux sociaux numériques, les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Bon, évidemment, pour les chercheurs qui s'intéressent à ça, ou ceux-mêmes qui, en sociologie, font de l'analyse de réseaux depuis longtemps, bien, c'est presque le Saint Graal de pouvoir mettre la main sur des corpus de données qui vont nous donner finalement accès au réseau social d'un individu, aux liens qu'ils entretiennent avec ses proches et à toutes sortes d'informations qui nous permettent justement de décrire ces liens entre les personnes. Donc, la visualisation des réseaux sociaux qui nous permettent, là, comme on le voit ici dans cet exemple-là, d'identifier des clusters ou des communautés au sein du réseau social de quelqu'un, c'est évidemment des techniques qui sont très, très, très populaires présentement chez les chercheurs qui s'intéressent là, aux médias sociaux, puisque ça leur permet d'identifier facilement, donc, justement, des communautés en fonction d'intérêts, de caractéristiques sociodémographiques, de niveau d'éducation, etc. Tout au long de la présentation, quand je vais parler de traces numériques, je vais l'utiliser dans un sens très, très large. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les traces qu'on pourrait dire implicites, dont Maude nous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, si on visite une page web, on laisse une trace, cette trace est capturée, peut faire ensuite l'objet d'une analyse, mais moi j'inclurai aussi les traces dites explicites, c'est-à-dire les traces qu'on laisse volontairement, c'est-à-dire les contenus qu'on va publier, par exemple un statut Facebook qu'on va écrire, un message Twitter qu'on va publier, un contenu qu'on va partager. Donc, ces traces qui sont vraiment les traces explicites, les contenus générés par les utilisateurs des médias sociaux. Je vous disais tout à l'heure que Maude avait bien mis à table puisqu'elle nous a explicité en détail les enjeux épistémologiques, aussi les enjeux méthodologiques liés aux approches qui reposent sur le big data. Donc, je me contenterai d'en ressoulever quelques-uns comme tremplin pour ce que je vais dire ensuite. Hier, j'ai assisté à une conférence qui se donnait juste quelques locaux à côté d'ici, du sociologue Dominique Cardon, qui est venu présenter son ouvrage À quoi rêvent les algorithmes. Et puis, justement, ce qu'il nous disait, c'était une conférence qui était passionnante et il nous disait, évidemment, réduire l'individu à la trace calculable, c'est manquer la moitié de la réalité. On rate des variations contextuelles qui sont noyées justement dans cette masse de données. Évidemment, ça pose problème lorsque la visualisation va se substituer à une analyse en profondeur. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure d'une visualisation va nous permettre de montrer un signal qui va émerger dans une masse de données, mais ça implique, comme on l'a vu tout à l'heure, une normalisation, ça implique un filtrage. Les visualisations dépendent d'algorithmes, il y a des choix qui ont été faits, ça va ne calculer ou ne montrer que quelques éléments précis. Je reprends aussi un point qui a été évoqué par Maude lorsqu'on confond quantité et représentativité. Ici, je donnerai un autre exemple. Les chercheurs qui s'intéressent aux médias sociaux ont souvent un parti pris pour la plateforme Twitter, pour la simple et bonne raison que sur Twitter, par défaut, les gens vont généralement laisser leur compte public
Okay? Contrairement à Facebook, où la plupart du temps, les gens vont appliquer certains paramètres de confidentialité, donc ils vont permettre juste à leur réseau d'amis de voir leurs publications. Sur Twitter, par défaut, quand on ouvre un compte, nos publications sont publiques, visibles par tous. Bien évidemment, on pourrait refermer ça et le rendre privé, mais ce n'est pas le comportement qui est effectivement mis en place par la plupart des usagers de Twitter. La plupart vont l'utiliser publiquement. Aussi, les chercheurs qui ont voulu s'intéresser, par exemple, en sciences sociales, sur des mouvements par exemple, de soulèvement, que ce soit, par exemple, les soulèvements dans les pays arabes, ont beaucoup eu recours à des corpus Twitter pour voir comment ces soulèvements prenaient place, comment les gens s'organisaient sur le terrain pour manifester contre un gouvernement en place, hein, et tout ça. Pourquoi je fais le lien ici avec quantité et représentativité? Parce qu'évidemment, même si on réussit en tant que chercheur à mettre la main sur un corpus de millions de tweets liés, par exemple, au soulèvement dans les pays arabes, il faut quand même garder en tête que Twitter, c'est un outil qui est utilisé par une minorité d'individus. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des corpus massifs de millions de tweets, qu'on a une représentativité de ce qui se passe vraiment. Évidemment, c'est particulièrement saillant dans le contexte des soulèvements arabes, puisqu'évidemment, les chercheurs qui se sont intéressés à ça sont souvent des chercheurs nord-américains ou tout le moins occidentaux qui parlent l'anglais et qui donc vont aller regarder ce que les populations disent en anglais sur Twitter, sur les soulèvements arabes. Donc, vous imaginez la représentativité ici. Hein? On occulte évidemment une partie importante des gens qui, sur le terrain, ont manifesté, mais qui n'utilisent pas nécessairement Twitter, et s'ils le font, on parle en arabe. Donc, ça peut sembler évident lorsque je le dis comme ça, presque à la blague, presque comme une caricature, mais on voit beaucoup, justement, d'études qui vont prendre des corpus Twitter et qui vont, justement, confondre quantité et représentativité. Et la référence que j'ai mise ici, vous les avez à la fin de Tufekci 2014, justement, qui est une chercheure qui s'intéresse beaucoup à l'étude d'origine, à ce qui se passe, justement, les mouvements sociaux, et elle fait une critique très bien appuyée de ça. Donc, c'est une référence que je vous recommande si jamais vous voulez appuyer cet argument de, justement, quand on confond quantité et représentativité. Si on prend juste les États-Unis, hein, même pas les pays arabes, les utilisateurs de Twitter, ça représente moins de 20% de la population américaine. Okay? Donc, même principe, si on veut étudier la formation des opinions, par exemple, dans le cadre de l'élection américaine, ben, attention, là, on n'a que 20% des potentiels électeurs américains qu'on retrouve là. Donc, encore une fois, précaution ici à prendre en ce qui concerne la représentativité de notre échantillon, même si le corpus, il est très volumineux. Lorsqu'on présume que l'abondance des données garantit un accès direct à une réalité sociale, encore une fois, Maud nous l'a très bien expliqué tout à l'heure, la valeur de vérité qui est présumée ici. Hein? Est-ce que le fait de collecter des millions de publications de personnes atteintes du cancer nous garantit un accès direct à ce qu'ils vivent, à leur expérience de la maladie? Et je rajouterai ici, encore une fois, souvent en tant que chercheur dont les terrains sont les médias sociaux, souvent on va y aller de façon monoplateforme, c'est-à-dire on va dire, ben voilà, moi j'étudie tel comportement sur Twitter ou je l'étudie sur Facebook. Évidemment, on n'est pas en tant qu'être humain, on ne se limite pas, notre vie ne se limite pas à un silo d'une seule plateforme. Hein? Et si vous regardez les comportements de gens hautement connectés, vous allez voir que c'est tout le contraire. Ils sautent d'une plateforme à l'autre. Une discussion qui est commencée sur Facebook va se poursuivre sur Twitter, va se terminer sur un billet de blog et il va être ponctué de photos sur Instagram. Hein? Donc, évidemment, tout ce qui se passe aussi hors ligne, hein? J'allais dire le monde réel, mais j'aime pas cette dichotomie monde réel, monde virtuel, donc je vais me contenter de dire hors ligne. Donc, tout ce qui se passe hors ligne ici. Okay? Donc, évidemment, cette réalité sociale, par exemple, l'expérience de la maladie, puisque je vais tenter de faire des liens avec ce qui nous préoccupe ici comme objet, ne peut pas se limiter à une expérience qui est sur une seule plateforme. Aussi, bien évidemment, qu'est-ce qu'on capture dans le big data? C'est des clics.
ce sont des partages, ce sont des liens qu'on va faire à d'autres personnes ou à d'autres sites web. Mais les significations de ces comportements-là ne peuvent pas être interprétées par les algorithmes. Prenons juste l'exemple du hate linking. Okay? Donc, si par exemple, sur Facebook ou sur Twitter, je publie aux gens qui me suivent sur cette plateforme-là un lien vers un article, OK? Et qu'évidemment, on pourrait capter ce comportement-là, c'est-à-dire, moi, j'ai fait un lien vers cet article, j'ai fait un lien vers cette personne, OK? Bien, évidemment, comment peut-on l'interpréter? Est-ce que ça veut dire d'emblée que j'adhère aux propos qu'il y a dans cet article-là, ou c'est pas plutôt, encore une fois, une marque de sarcasme ou d'ironie pour montrer, pour montrer jusqu'à quel point je suis en désaccord avec ce propos-là? C'est le même principe pour les fameuses citations académiques. Hein? Vous savez, en tant que chercheur, on est beaucoup mesuré par le nombre de citations que nos articles reçoivent, hein? Mais on sait très bien que toutes les citations ne sont pas égales par ailleurs. Okay? Donc, évidemment, vous pouvez vous complaire dans l'augmentation de votre nombre de citations, mais quelles sont ces citations parmi votre nombre de citations qui détruisent votre dernier article et justement qui le citent pour le démolir point par point. Donc, évidemment, les significations qu'on attribue ne sont pas nécessairement des choses qui peuvent être interprétées informatiquement. Un enjeu qui est plus de l'ordre méthodologique, mais bon, il y a des croisements entre les enjeux épistémologiques et méthodologiques ici. C'est lorsqu'on a affaire à un corpus qui est très, très volumineux, okay, et que là, justement, on a des questions de recherche qui nous amènent à vouloir décrire, à interpréter justement des phénomènes de façon exhaustive, des phénomènes humains par définition qui sont complexes. Eh bien là, on a un problème méthodologique qui est comment concrètement on va réussir à interpréter ces phénomènes-là alors que la taille du corpus, elle est humainement intraitable. Donc tout à l'heure, Maud nous parlait qu'elle et son équipe avaient codé manuellement le forum. Donc on s'imagine le temps et les efforts qu'ils ont dédiés à ça. C'est un travail manuel qui est fastidieux, mais qui évidemment leur a permis justement de dégager certaines choses qui n'auraient pas pu être dégagées, ou en tout cas difficilement, ou ça aurait été des réponses différentes qu'ils auraient reçues par des techniques automatisées. Donc, quand on veut faire ça, il faut que ça demeure manuellement traitable par une petite équipe d'êtres humains. Donc, même si Maud et son équipe sont prolifiques, qui vont vite, il y a quand même une limite ici, hein, de ce qui est manuellement traitable. Donc, la prolifération des traces en ligne, ça nous permet de facilement et rapidement construire des corpus volumineux, mais la description et l'interprétation de ces corpus-là va poser des défis aux chercheurs qui, justement, ne peuvent pas s'en remettre exclusivement aux techniques automatisées de codage et surtout pas d'interprétation ensuite. Donc, arrivons-en à cette appellation Tick Data. Donc, je joue le jeu des marketing ici. On le disait tout à l'heure, le Big Data, c'est une expression qui est très marketing, hein, qui est un buzzword. Donc, nous, on joue le jeu et puis on a décidé de s'approprier l'expression Tick Data un peu en contrepoids. Évidemment, ce n'est pas du tout nous qui l'avons proposé. Ceux qui ont un background donc en ethnographie connaissent bien justement l'anthropologue Clifford Geertz, qui a proposé cette expression de tick description pour justement décrire ces descriptions détaillées, ces descriptions denses de phénomènes qui sont à l'étude. Évidemment, quand il nous en parlait, il faisait référence aux stratégies méthodologiques ethnographiques, hein, où les chercheurs vont s'imprégner d'une culture justement en participant aux activités de la communauté, ce qui permet évidemment de produire justement ces descriptions très détaillées et très denses d'un phénomène. Donc, l'idée de Tick Data, elle est directement héritée de l'idée de Tick Description. Et là, on a des gens qui ont proposé, donc Tricia Wong, qui est l'auteur de cette citation ici qu'on voit, qui est elle-même une ethnographe, qui justement a proposé
bon, en fait, c'est pas la seule, mais qui a, entre autres, elle est une de ceux qui a proposé justement d'utiliser ce vocable TIC data en tant que opposé, moi je dirais plutôt en tant que complément, mais bon, disons-le tel qu'elle dit, donc TIC data en tant qu'opposé du big data, justement pour nous alerter sur cet engouement des chercheurs pour le big data qui a pour effet justement de laisser de côté les approches ethnographiques, les approches plus d'analyse qualitative. Et elle nous dit, attention, si on laisse de côté ces approches qualitatives-là, bien, on laisse de côté plusieurs choses. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on laisse de côté? Bien, on laisse de côté tout ce qui est difficilement informatisable ou quantifiable, les émotions, les récits, les interprétations et les visions du monde, donc qui deviennent justement extraits dans ce processus de normalisation ou de décontextualisation dont justement que Maude a évoqué tout à l'heure dans son schéma. Hein? Donc, évidemment, pour rendre nos sets de données analysables par les ordinateurs, bien, il y a des choses qu'on laisse de côté. Donc, c'est un petit peu ce propos-là, mes collègues et moi-même, qu'on voulait tenir, c'est attention, si on laisse de côté le small data, bien, on laisse de côté plusieurs choses. Donc, réaffirmer l'importance et la complémentarité des approches qualitatives et quantitatives. L'image du spaghetti, pourquoi? Parce que justement, cette idée de thick data, de description détaillée est dense. Cette densité-là, elle fait référence aussi à l'interconnexion entre les données. Donc, les données sont non seulement denses, à partir du moment où on s'intéresse au contexte de production de ces données-là, à l'interprétation, au sens qui en est donné, bien, c'est des données qui sont hautement interconnectées, un peu comme un spaghetti qui est très collant et qui est très dense. Très collant, pourquoi? Parce que ces données-là, elles collent ou elles adhèrent à leur contexte de production. Hein? C'est-à-dire que quand on cherche à les extraire de leur contexte de production, bien là, on perd une foule de choses. Hein? On les sépare de leur contexte de production, donc on ne comprend pas le contexte social, le contexte matériel, le contexte géographique ou peu importe d'où elles émergent si on les décontextualise. Donc, cette idée-là de densité, d'interconnexion, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, et comme je le disais, nous, on le voit comme une approche complémentaire, donc non pas comme TIC data qui s'oppose à Big Data, mais justement de proposer justement des stratégies qui vont permettre de réintroduire ces éléments-là qu'on risquerait de perdre si on met de côté les aspects small data. Donc, pour faire une métaphore, encore une fois, l'idée, c'est en tant que chercheur de réduire l'étendue des données, donc plutôt que de chercher à faire grossir notre corpus pour avoir une multitude d'instances de la même chose qui se répètent, hein, ben là, on va réduire cette étendue-là, mais pour y gagner en densité ou en profondeur, évidemment, on fait ça par le biais de l'analyse qualitative. Donc, l'image qu'on souhaitait donner ici, c'est par exemple des tests de sol qu'on va effectuer. Vous savez, quand les géologues vont prélever des carottes dans le sol pour faire de l'analyse des sols, évidemment, ils pourraient multiplier le nombre de prélèvements qu'ils font des sols ou chercher plutôt à aller plus en profondeur et donc à aller capturer plus de couches en profondeur. Donc, c'est un petit peu la métaphore qu'on veut utiliser ici avec nos stratégies de TIC data. C'est au lieu de chercher à augmenter l'étendue de ce qu'on va collecter, on va plutôt essayer d'y aller plus en profondeur et donc d'aller capturer plus de couches. Évidemment, on ne peut pas tout faire, donc c'est pour ça que si on cherche à aller plus en profondeur, bien, on va devoir laisser de côté l'étendue. Hein? Il y a un trade-off, si vous me passez l'expression, à faire, mais du moins pour certaines questions de recherche, on pense que c'est une stratégie qui va être plus appropriée. Donc, ça reprend aussi le concept de saturation. Hein? Donc, à un moment donné, justement, on va chercher à multiplier ces couches ou ces layers qui vont venir en quelque sorte, qui vont venir nous dire davantage de choses que si on multipliait finalement les prélèvements.
Donc, une approche méthodologique qu'on pourrait qualifier de TIC data, donc vous me voyez venir, je l'ai répété souvent, c'est évidemment des approches de nature qualitative avec des visées interprétatives, mais concrètement, ce qu'on inclurait là-dedans, c'est justement dans les cas où on a un corpus qui est suffisamment petit, évidemment petit et gros, hein, big et small, c'est toujours des expressions qui sont relatives. Okay? Qu'est-ce qu'un petit corpus? Qu'est-ce qu'un gros corpus? Okay? Ben, c'est toujours relatif au type de traces qu'on va collecter. Donc, c'est pour ça que plutôt que de préciser un chiffre ici, hein, souvent les gens vont nous dire, OK, mais small data, c'est combien? C'est un corpus de combien? Okay? Ben, la réponse, c'est ça dépend. Okay? Ça dépend, c'est un corpus de quoi? Donc, c'est sûr que si on prend comme unité des entretiens dirigés, ben, rapidement, le corpus, il devient gros, n'est-ce pas? Mais si on prend des tweets, on peut avoir un petit corpus qui, en réalité, plusieurs milliers de tweets vont être considérés comme un petit corpus à l'échelle de Twitter où on pourrait facilement amasser rapidement des millions de tweets. Donc, on ne va pas s'embarquer à essayer de définir qu'est-ce qui est petit, hein, ou combien c'est petit, mais on se contentera de dire, ben, c'est suffisamment petit pour pouvoir être codé, pour pouvoir être analysé par une petite équipe d'humains. Donc, je vais reprendre l'exemple de Maud tout à l'heure, hein, coder ces forums de discussion. Elle pourrait nous dire, ben, qu'est-ce qu'on est capable de supporter en tant que petite équipe ici? C'est ça, justement, le small data ou le petit corpus. Okay? Donc, le small n, c'est une notion qui est un petit peu fuzzy, mais qu'on doit justement décrire en contexte. Ici, évidemment, il n'y a pas de... Avec un corpus plus modeste, il n'y a pas de prétention de représentativité statistique, donc c'est toujours important de savoir à quelles questions de recherche on veut répondre et quelles sont justement les limites de notre recherche. Donc ici, c'est sûr que dans de telles approches, on ne va pas chercher à avoir une représentativité statistique ou des résultats qui sont généralisables, puisque ce n'est pas ce type de questions-là auxquelles on veut répondre, c'est plutôt dans des cas où on veut comprendre des phénomènes humains complexes, donc avec des visées plus interprétatives. Donc, corpus, oui, souvent trop petit pour être représentatif statistiquement. Par contre, nous, on croit que c'est des corpus qui ont énormément de valeur puisqu'ils vont nous permettre de comprendre des phénomènes complexes en contexte. Donc, des questions de recherche, on l'a dit, hein, chaque approche permet de répondre à des questions de recherche différentes. Donc, les motivations, les expériences des usagers. Hein, dans ces grands corpus Big Data, on peut juste supposer quelles étaient les motivations. On ne peut pas, évidemment, en être sûr. Hein? Donc, c'est le type de questions qui vont davantage s'accommoder d'une approche TIC data. Les significations qu'ils attribuent à leurs usages. Okay? Donc, évidemment, pour certaines questions de recherche, c'est important de comprendre ce que ça signifie pour les usagers eux-mêmes. Hein? Donc, et c'est le propre justement des études à visée interprétative. On le disait tout à l'heure, quand on se sait observer, quand on se sait mesurer, on ne va pas agir de la même façon. On va adapter nos comportements. Et ça, évidemment, ce n'est pas nécessairement visible dans les corpus Big Data, donc les significations attribuées par les usages. On donnera des exemples. Hein? Moi, je côtoie souvent des étudiants qui vont dire, ben moi, je suis tout à fait au fait que je suis suivi, mes comportements sont suivis par des algorithmes, puisqu'évidemment, par exemple, sur Facebook, on va chercher à me présenter des publicités qui sont personnalisées en fonction de mes goûts et comportements. Donc, hein, les usagers sont de plus en plus conscients de ça et ils vont adapter leur comportement en connaissance de cause. Ils ne sont pas si naïfs que ça. Et ils vont exercer des actes de détournement qui sont tout à fait volontaires. Moi, j'ai des étudiants qui me disent, par exemple, moi, je les éduque, mes algorithmes. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est intéressant. Ah, raconte-moi qu'est-ce que ça veut dire, t'éduques ton algorithme Facebook. Okay? Ben là, l'usager Facebook me dit, ben moi, je sais très bien que si je clique like, si j'aime
tel type de publication sur Facebook, eh bien, ça va nourrir le machine learning de l'algorithme Facebook qui ensuite va justement utiliser ces préférences-là pour personnaliser ce que je vais voir dans mon newsfeed, mais également les publicités qui sont payées par les annonceurs. Donc, je vais sciemment ne pas aimer ou ne pas liker tel type de publication parce que je ne veux pas que mon algorithme apprenne que j'aime ça pour toutes sortes de raisons, parce que je ne veux pas qu'il me représente ce type de contenu-là, ou pour d'autres raisons plus sensibles, je ne veux pas qu'on me suive à ce sujet-là. Hein? Donc, il ne faut pas justement penser que les utilisateurs ont des comportements qui sont naïfs et irréfléchis. Hein? De plus en plus, mais il faut poursuivre l'éducation aux médias, mais de plus en plus, les gens sont conscients de ça, ils vont adapter leur comportement, ils vont s'auto-censurer aussi, n'est-ce pas? Et pour certaines questions de recherche, il est donc aussi important de savoir ce qui n'a pas laissé de trace que de savoir ce qui a laissé une trace. Donc, et évidemment, savoir justement ce qui n'a pas laissé de trace, ça nécessite des approches méthodologiques différentes. Tout à l'heure, on a parlé justement comment on peut se prémunir contre ce tracking incessant. Comment on peut s'assurer que nos informations personnelles ne soient pas captées et réutilisées? La réponse, c'est que c'est presque impossible pour un usager lambda de se retirer de ces stratégies de capture. Et j'évoquerai un article, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, ça a été publié en 2014, vous pourrez le repérer sur Google. C'est écrit par une sociologue américaine qui s'appelle Janet Vertesi, et son nom de famille c'est Vertesi. Et le titre de l'article, c'est « My experiment opting out of big data made me look like a criminal ». Donc, je vous raconte un petit peu l'expérience. Donc, Janet Vertesi est une sociologue qui est tombée enceinte et qui a utilisé cet événement de sa vie pour mener une petite expérience. Donc, elle entendait souvent ce discours des compagnies marketing qui disaient, si vous ne voulez pas être traqué, vous avez juste à refuser d'être traqué. Hein? Vous avez juste à dire que vous ne voulez pas qu'on collecte vos données, puis vous pouvez opter out, hein? Comme vous retirez de ça. Elle a voulu montrer que c'était difficile, voire impossible de le faire. Donc, l'expérience qu'elle a menée, c'est qu'elle a voulu cacher aux compagnies de cartes de crédit, aux compagnies marketing, à tous ceux qui veulent faire du ciblage, qu'elle était enceinte. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un profil de femme enceinte, ça vaut 2 fois plus cher que n'importe quel client potentiel. Pourquoi? Bien, vous le savez très bien, c'est parce que quand on a un enfant, on va être appelé à faire toutes sortes de dépenses. Donc, ça fait de nous un consommateur de choix qu'on veut cibler. Donc, elle s'est dit, moi, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour que personne ne sache que je suis enceinte, personne dans le sens, évidemment, pas son mari et ses proches, là, mais les compagnies qui voudraient la cibler à des fins de marketing. Donc, elle a pris des précautions extrêmement poussées. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Donc, premièrement, elle n'a jamais parlé de sa grossesse en ligne, ni sur Facebook, ni dans ses courriels, ni dans des SMS, rien. OK? Et elle a clairement demandé à tous ses proches de ne jamais évoquer sa grossesse, quelque outil en ligne que ce soit, okay? Même pas sur téléphone, tout ça. Okay? Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'évidemment, elle voulait, en tant que nouvelle maman, elle voulait chercher de l'information sur, par exemple, si elle a des petits soucis, des petits maux liés à sa grossesse, elle voulait aller voir sur des forums de discussion, comment je peux soulager mes nausées, tout ça. Et elle s'est dit, évidemment, si je fais des recherches sur Internet liées à des questions qu'une femme enceinte se pose, je vais tout de suite être ciblée. Donc, elle a utilisé Tor. Donc, on parlait tout à l'heure de cryptage, de la navigation. Donc, à chaque fois qu'elle voulait naviguer, que ce soit pour aller chercher des idées de prénoms, vous savez, sur ces sites où on vous donne des idées de prénoms, c'est tout à fait inoffensif, évidemment, comme comportement, mais elle s'est dit, si je me fais tracker sur un site de prénom bébé, je vais automatiquement être identifiée comme femme enceinte. Donc, elle utilisait Tor pour aller sur Baby Center. Ensuite, pour faire ses achats, parce qu'évidemment, on veut se préparer à l'arrivée de ce nouveau-né, donc on achète des meubles, poussettes, des couches, etc. Donc, elle s'est dit, je ne peux pas jamais utiliser ma carte de crédit, puisque, évidemment, à partir du moment où je fais ces transactions-là sur ma carte de crédit, je vais être automatiquement ciblée. Donc, elle achetait des cartes cadeaux. Hein?
Donc, elle payait pour acheter des cartes cadeaux, puis ensuite, mettons qu'elle avait une carte cadeau Jean Coutu, c'était évidemment pas Jean Coutu parce que c'était aux États-Unis, mais elle arrivait pour payer ses couches, etc., avec cette carte cadeau pour éviter justement qu'il y ait des données sur elle-même qui soient transmises et qu'elles soient ainsi ciblées. Donc, vous voyez toutes les précautions qu'elle a prises, c'était monumental. Qu'est-ce qui est arrivé, hein, comme le titre de l'article l'évoquait, « My experiment obtained of big data made me look like a criminal », c'est que justement, ces comportements qu'elle avait sciemment mis en place pour éviter d'être traquée sont des comportements qui, généralement, sont mis en place par des criminels qui soit cherchent à camoufler leur crime ou qui s'apprêtent à commettre un crime mais qui ne veulent pas être ciblés. Donc, l'utilisation de Tor, notamment, la non-utilisation de carte de crédit, payer comptant, etc. Donc, ce sont tous des comportements qu'on va associer aux actes criminels. Donc, à un moment donné, il est arrivé dans sa pharmacie préférée pour payer à l'aide d'une carte cadeau et on lui a dit « Non, désolé madame, vous avez atteint le maximum que vous pouvez faire comme transaction, vous êtes suspectée. Hein, » donc, elle a été mise sur des listes. Donc, c'est pas allé jusqu'à ce qu'elle se soit fait arrêter dans un aéroport ou que le FBI débarque chez elle, comme c'était le cas de Grenade tout à l'heure, mais clairement, justement, ces comportements qu'elle a mis en place pour essayer de ne pas être traquée l'ont fait passer pour une criminelle. Donc, pourquoi j'évoquais cet exemple-là? Parce que c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi parce que, justement, je disais, pour un chercheur, c'est aussi important de savoir ce qui ne laisse pas de traces. Dans son cas, évidemment, elle a mis beaucoup d'efforts en place pour ne pas laisser de traces, mais le récit de cette expérience-là nous en dit beaucoup sur l'expérience en ligne et l'expérience d'être un nouveau parent dans un monde hyper connecté. Hein? Donc, si c'est une question de recherche qui nous intéresse, l'expérience d'être un nouveau parent dans un monde hyper connecté, bien, on a besoin de ce genre de récit-là qui ne laisse pas de traces. On a besoin aussi de comprendre ces stratégies-là. Okay? Donc, pourquoi tu ne parles pas de ta grossesse sur Facebook, même si ton profil est privé et que tu n'es ami qu'avec des gens que tu connais vraiment? Bien là, elle nous explique pourquoi elle ne l'a pas fait. Donc, les significations qui sont attribuées à leurs usages. On parlait aussi tout à l'heure justement des manipulations ou des stratégies de contournement des usagers. Moi, personnellement, en tant que chercheur, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, les stratégies de détournement des utilisateurs, je trouve que ça révèle beaucoup. Prenons Netflix, par exemple. Donc, Netflix, qui met beaucoup d'énergie pour développer leur algorithme de recommandation. Okay? Donc, si vous êtes un abonné Netflix, vous savez très bien que quand vous vous connectez, on va vous proposer certaines séries, certains films qui sont évidemment basés sur vos comportements de visionnement antérieur et leur algorithme, il est très développé, il est très poussé. Hein? Ils vont aller de façon très, très granulaire. Mais vous savez qu'à partir du moment où votre compte est utilisé par votre fils de 3 ans, eh bien là, on vient rendre caduque l'algorithme de personnalisation, puisque quand je vais me connecter à Netflix, je vais me faire proposer Caillou ou Pas de patrouille, alors que ça ne correspond absolument pas à mes préférences de visionnement. Donc, à partir du moment où on a, puis c'est tout à fait banal, 2 utilisateurs qui utilisent le même compte, qui viennent fausser complètement l'algorithme de personnalisation. Bon, comment on fait pour faire ressortir ça dans un corpus Big Data, à part de comprendre le contexte, justement, de ces usages-là? Et donc là, si vous me demandez, je vais vous expliquer, ben voilà, mon fils, il est capable d'ouvrir mon Netflix et d'aller choisir son Pas de patrouille sur mon compte. Donc, c'est ce qui fait que moi, ensuite, je ne peux pas du tout me fier à l'algorithme de recommandation, donc je vais avoir certains comportements, etc., etc. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais c'est ce qu'on risque de perdre, finalement, si on ne s'intéresse ou on focalise qu'au Big Data. Donc, évidemment, je l'ai expliqué, le contexte social, matériel, spatial, temporel dans lequel les usages s'inscrivent. Puis, on donnera des trucs tout à fait banals, hein, le contexte matériel dans lequel s'inscrit
les usages, c'est extrêmement fascinant. Puis je donnerai encore des exemples tirés de mes propres tranches de vie. Hein? Quand on initie un jeune garçon à la propreté, il faut trouver des stratégies pour l'encourager et le motiver. Et la tablette ou le cellulaire avec des petites vidéos, justement, c'est pratique parce que quand il est sur le petit pot, on lui donne le cellulaire et puis on lui permet justement d'écouter Pat' Patrouille et Caillou. Donc, c'est un contexte matériel qui est très spécifique ici. Hein? Donc, si on s'intéresse aux habitudes de visionnement, bien là, je viens de rajouter quelque chose, donc une information contextuelle qui est intéressante d'un point de vue de chercheur, mais on pourrait dire qu'elle est intéressante d'un point de vue marketing aussi pour les gens qui tiennent ces services-là, qui peuvent adapter leur offre en connaissance, mais en ces petits détails-là, hein, qui font partie de ces descriptions denses qu'on peut faire justement dans une étude ethnographique, bien c'est important. Donc, ce qu'on propose en fait, c'est justement de densifier ou de contextualiser les traces qui sont issues des médias sociaux. Et en fait, encore une fois, on a proposé une métaphore, la métaphore de l'oignon. Pourquoi l'oignon? Parce que l'oignon, il est composé de plusieurs couches. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ce que le chercheur qui s'intéresse aux médias sociaux peut faire, c'est ajouter des couches. Donc, ajouter des couches de métadonnées aux traces qui sont récoltées en ligne. Donc, c'est comme structuré en couches. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter, justement, comme couche de métadonnées aux traces qui sont issues en ligne? Bien, d'une part, on l'a dit, des informations sur le contexte. Hein? Donc, une couche d'informations contextuelles. Donc, aller chercher le plus d'informations contextuelles. L'idée ici, c'est que le chercheur comprenne les circonstances hein, dans lesquelles la pratique, justement, en ligne a émergé, mais aussi les affordances qui la contraignaient ou qui la facilitaient. Dans l'exemple du petit pot tout à l'heure aussi, c'est des informations contextuelles qui peuvent être intéressantes pour certaines questions de recherche. Ensuite, bien, une description détaillée des pratiques. Donc, ici, l'idée, c'est d'aller justement dans le détail. Et aller dans ce détail-là des pratiques, bien, ça nécessite en quelque sorte un engagement dans le terrain qu'on étudie. Hein? Donc, il faut vraiment étudier les données dans leur contexte de production, être capable de décrire ce contexte-là. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, elle ne pouvait pas étudier le jeu vidéo sans elle-même savoir comment le jeu fonctionne. Okay? On ne pourrait pas juste extraire les données comme ça. Et aussi dans une perspective interprétative, donc d'ajouter cette couche qui provient des significations qui sont attribuées par les acteurs eux-mêmes. Okay? Donc, pourquoi ils le font? Évidemment, ces pratiques-là, comme tout produit sociaux, ne peuvent pas être compris indépendamment des perspectives des acteurs eux-mêmes, de leur processus justement de construction de sens. Donc, ici, l'idée, c'est d'ajouter une couche qui vient informer, si vous voulez, la signification que les acteurs attribuent à leurs pratiques eux-mêmes. Évidemment, pour faire ça, il faut être en interaction avec les sujets pour rendre explicite leur compréhension de ce qu'ils font eux-mêmes en ligne, la valeur, la signification qu'ils y attachent. Bon, évidemment, c'est une proposition qui est rien de nouveau sous le soleil, hein, mais c'est simplement pour vous inviter, si vous voulez, en tant que chercheur, à vous dire, OK, dans les méthodologies que j'ai mises en place pour comprendre des comportements en ligne, quelles sont les couches que je couvre finalement? Est-ce que j'aurais intérêt à trouver une stratégie complémentaire qui me permettrait de venir ajouter une couche parce qu'on jugerait que ça serait important pour répondre à nos questions de recherche? Évidemment, on pourrait poursuivre l'exercice avec les autres couches d'oignons et vous pourriez me dire, ben oui, on pourrait identifier une quatrième, une cinquième couche, hein? Puis je vous inviterai à le faire, je serais très intéressée à vous lire si vous poursuivez cette réflexion-là pour justement multiplier les sources d'information et les sources de contextualisation des données. Donc, concrètement, toute cette discussion-là que j'ai eue avec mes deux collègues Guillaume et Mélanie,
Souvent, c'est ça, ça commence par une discussion de corridor et finalement, ça finit par un article ou un chapitre de livre. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on a publié ensemble un chapitre de livre qui va être disponible sous peu. On croit que la publication est pour septembre 2016. Donc, c'est dans un volume qui est de Sage Handbook of Social Media Research, qui est édité par Annabelle Coinaz et son collègue Luc Sloan, qui sont des collègues canadiens. Mais les chapitres viennent de plusieurs chercheurs à travers le monde. Donc, vraiment, un survol de différentes approches méthodologiques qui sont mobilisées dans les études qui s'intéressent aux médias sociaux. Et on a proposé, donc, un chapitre Small Data, Big Data, Thickening Strategies. Donc, ces Thickening Strategies, quelles sont-elles? Donc, j'ai traduit ça par stratégie de densification, donc Thickening Strategies. Dans ce chapitre, on en évoque 3. Donc, ce chapitre commence par dire qu'est-ce qu'on considère comme étant le Big Data, quel est l'historique de ce domaine, pourquoi c'est important en complémentarité avec le Big Data. Puis ensuite, on présente chacun un travail, une recherche qu'on a menée ou qu'on est toujours en train de mener pour montrer différentes stratégies de densification des traces. Donc, je vous décris rapidement ces 3-là. Donc, la première stratégie, c'est une visite commentée des traces. Okay. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va mettre en place des entretiens semi-dirigés avec nos sujets, mais ce qu'on va faire, qu'on va complémenter, ou la façon dont on va mener cet entretien-là, c'est qu'on va, en même temps qu'on pose des questions, on va examiner ces traces-là qui ont été justement produites par eux-mêmes pour qu'ils puissent les commenter directement et qu'on comprenne mieux le contexte de production, quelles étaient les significations qu'ils leur attribuaient, et donc rajouter des couches de sens. C'est cette stratégie-là qu'on va voir concrètement, donc je vais essayer de simuler tout de suite après, donc on va y revenir. Juste dire, ça c'est la stratégie qui a été mobilisée par mon collègue Guillaume Lascototte. Lui, son terrain de recherche, avec des collègues de l'Université Laval, ils ont étudié justement des pratiques d'étudiants pendant la grève étudiante de 2012, donc vous savez le printemps érable. Donc ils ont voulu savoir comment les débats autour de cette question de la grève se sont déroulés sur Facebook, et donc ils ont interviewé des étudiants qui ont pris part aux événements du printemps arabe, et en même temps ils leur ont montré ils ont co-regardé ou co-analysé ensemble des traces que ces étudiants-là avaient laissées sur Facebook pour que les étudiants puissent expliquer, donner un petit peu plus de contexte. La deuxième stratégie, qui est celle que j'ai expliquée dans le chapitre, mais qu'on ne verra pas plus en détail ici, mais je fais juste vous l'expliquer, collecte manuelle de données en contexte. Moi, je m'intéresse, je vous l'ai dit, je ne travaille pas en santé, moi je m'intéresse aux pratiques de travail, donc aux gens qui utilisent les médias sociaux à des fins de travail. Il y a une pratique à laquelle je m'intéresse beaucoup que j'appelle le working out loud, ou le travail à haute voix, que j'étudie notamment sur Twitter, c'est-à-dire ces gens qui, sur Twitter, vont raconter ce qu'ils sont en train de faire. Okay? Et là, on parle pas juste de dire, ben voici, j'ai publié un nouvel article, voici le lien vers mon plus récent article pour faire la promo d'une réalisation déjà complète. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les gens qui racontent ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils le font. Okay? Donc, le work in progress. Donc, vraiment une narration de ce qu'ils sont en train de faire, incluant les difficultés, incluant les décisions qu'ils doivent prendre. Par exemple, je suis une infirmière, l'urgence est bondée, il y a 12 ambulances qui viennent d'arriver à l'urgence, et là, j'explique qu'est-ce qui se passe présentement. Okay? Donc, ce working out loud. Pour étudier ce phénomène-là, qu'est-ce que les gens donc disent à propos de leur travail au moment où ils le réalisent, sur Twitter ici en l'occurrence, bien qu'on pourrait l'étudier sur plusieurs autres plateformes. On avait un défi, c'est avec ma collègue Viviane Sergi qu'on étudie, qu'on mène ce projet-là, il est toujours en cours. Donc, c'est que nous, on ne voulait pas circonscrire notre collecte à un domaine professionnel particulier. Donc, on ne voulait pas dire qu'est-ce que les infirmières racontent sur leur travail. Nous, on s'intéresse à tous les types de professionnels, peu importe ce qu'ils font. Donc, coiffeurs, professeurs, mécaniciens. Nous, on n'a pas de limite parce qu'on veut voir toutes les diversités que ces comportements-là peuvent prendre. Les gens qui parlent de leur travail ne parlent
parlent pas des mêmes choses en fonction de ce qu'ils font. Donc, la coiffeuse ne va pas dire la même chose que le neurochirurgien, bien évidemment. Donc, tout le défi ici méthodologique dans la collecte de données, c'est comment fait-on pour repérer les gens qui parlent de leur travail, sachant qu'ils vont parler de choses différentes. Donc, je ne peux pas dire, je vais faire une recherche par mots-clés, par hashtag. Donc, le défi était comment on fait pour les repérer. Et donc, on a mis en place une collecte manuelle de données en contexte qui s'apparente beaucoup à une ethnographie en ligne où on va nous-mêmes s'immerger en Twitter. On va tenter de suivre le plus de gens possible dans toutes sortes de milieux professionnels très diversifiés pour tenter de repérer justement ces gens qui parlent de leur travail. Et vraiment, c'est comme une cueillette de fraises là où on va prendre juste on va cueillir les fraises à la main ici plutôt qu'à la machine. Ah, c'est vraiment une cueillette à la main, extrêmement manuelle. Okay? Ce qui est un peu contrastant parce que justement les terrains Twitter, généralement, les chercheurs vont dire, bon, on va aspirer toutes les publications qui concernent le hashtag, je ne sais trop, working. Hein? Alors que nous, ce n'est pas du tout notre stratégie. Donc, on explique dans le chapitre les défis et comment on s'y est pris. Et finalement, la troisième stratégie qui est explicitée dans le chapitre, c'est celle de Mélanie Millette, qui, elle, s'est intéressée aux minorités francophones hors Québec. Donc, c'est Canadiens francophones, mais qui vivent à l'extérieur du Québec. Et donc, elle s'est intéressée à leur discours, finalement. Et elle aussi a eu un défi, d'une part, pour les repérer, mais ensuite pour les suivre, parce que ces gens-là, comme on disait, l'idée, c'est que si, par exemple, on est préoccupé par, justement, le droit des minorités francophones hors Québec, bien, on n'en parle pas juste sur Twitter, on va en parler sur des blogs, on va en parler sur Facebook, tout ça. Donc, à partir du moment où elle a repéré ces utilisateurs-là, il fallait qu'elle les suive à travers toutes les plateformes pour vraiment bien comprendre leur expérience. Donc, vraiment une immersion ethnographique en ligne, mais très, très agile, qui finalement l'a même allé à se déplacer un petit peu partout au Canada pour aller les rencontrer physiquement. Donc, c'est pour ça que je l'ai traduit observation longitudinale agile, parce qu'évidemment, elle l'a fait sur un long terme, sur plusieurs années, mais aussi transplateforme. Donc, pas juste sur Twitter et pas juste en ligne, aussi hors ligne. Donc, celle que je veux simuler maintenant, c'est la première, la visite commentée des traces, puisque c'est tout simple. Okay? Évidemment, ce n'est pas une innovation méthodologique là, renversante, mais c'est simplement parce que je pense que ça peut facilement être appliqué dans vos propres contextes, sur vos propres objets d'étude et que vous pourrez peut-être y voir justement des éléments qui pourraient venir compléter vos propres stratégies méthodologiques. Donc, ce n'est pas le Saint Graal en soi, mais c'est un outil qu'on peut rajouter. Donc, on va prendre l'exemple de Facebook. OK? L'idée ici, donc, comme je l'expliquais, c'est de s'intéresser donc à des utilisateurs Facebook et à leur comportement, à leurs publications sur Facebook, et ensuite d'avoir des entretiens semi-dirigés avec eux où on va regarder avec eux qu'est-ce qu'ils ont publié sur Facebook pour qu'ils puissent justement nous commenter et nous donner des précisions qu'on n'aurait pas si on faisait juste aspirer toutes leurs publications Facebook sans avoir justement cette... Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la visite commentée. En réalité, c'est le participant qui garde le contrôle de la navigation et qui introduit le chercheur ou qui lui fait visiter ses propres traces Facebook. Donc, c'est vraiment le participant qui a le contrôle et qui navigue dans son historique Facebook et qui montre au chercheur les traces et qui lui explique. Okay? Donc, on va juste aller en ligne parce que ça va être plus parlant. Bon, le défi que j'ai avec vous aujourd'hui, puis j'en parlais avec Chantal quand elle m'a invité à venir vous parler de ça, c'est que je n'ai pas de set de données Facebook anonymisées, prêtes à utiliser à des fins pédagogiques avec vous. Donc, je vais donner mon corps Facebook à la science, okay, pour les fins de l'exercice. Nous allons utiliser mon propre compte Facebook, donc je vais être ouverte, ça va être un livre ouvert pour vous, OK? Donc, pour quelque part simuler cette chose-là, ce qui implique, on a parlé,
des considérations éthiques qui sont excessivement importantes. Évidemment, moi, j'accepte, je donne mon consentement pour qu'on puisse regarder mon historique Facebook ensemble, mais les gens avec qui je suis amie sur Facebook n'ont pas accepté, donc n'ont pas donné leur consentement pour que je leur montre les interactions que j'ai avec eux. Ce qui va nécessiter un petit peu de bricolage où je vais camoufler les noms des personnes avec qui j'interagis pour ne pas justement brimer leur confidentialité. Donc, qui utilise Facebook ici? Qui a un profil Facebook? Juste à main levée, juste pour qu'on voit. OK. Qui a déjà consulté son historique personnel? Quelques-uns. OK. Donc, l'historique personnel, quand on va sur notre propre profil, vous voyez ici dans l'image de background qu'on a tout en haut, en français, ça s'appelle le journal des activités ou l'historique personnel. Des fois, Facebook, dans leur traduction, ils ont plusieurs noms différents. Donc, ici, il l'appelle le journal des activités, va vous donner, je vais juste scroller, si vous me permettez, vers quelque chose qui est tout à fait public, comme ça, voilà. OK. OK, donc là, on n'a pas de données sensibles qui s'affichent à l'écran, on est correct. Donc, vous voyez que ici, c'est quelque chose qui peut être accédé, l'historique personnel, c'est quelque chose qui ne peut être accédé que sur son propre compte. OK, donc évidemment, je suis loguée avec mon nom d'usager, mon mot de passe à moi, et j'accède à mon propre profil. Et donc, mon historique personnel va présenter en ordre chronologique, donc du plus récent au plus ancien, tout ce que j'ai fait sur Facebook, donc tout ce que j'ai publié, tout ce que j'ai aimé ou liké, tout ce que j'ai partagé, tous les commentaires que j'ai faits, les photos que j'ai publiées, les articles que j'ai partagés, mais aussi ce que les autres ont fait sur moi, c'est-à-dire si les gens ont commenté sur mes trucs, si les gens m'ont mentionné dans une photo, m'ont tagué dans une photo, etc. Donc finalement, tout ce qui me concerne est finalement listé ici. L'écran est coupé un peu à gauche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents filtres, donc qui nous permettent d'accéder plus spécifiquement à différents types de publications. Donc, ce qu'on voit ici, évidemment, j'ai choisi des exemples, c'est arrangé un peu avec le gars des vues, pour les fins de la démonstration. On voit ici que le 22 avril dernier, j'ai aimé le lien de e-santé communication qui concernait la formation d'aujourd'hui. Évidemment, ce qui est intéressant à côté de chacune des publications, c'est que vous avez le petit icône qui vous indique le contexte de publication, c'est-à-dire est-ce que c'est une publication qui était publique ou est-ce que c'est une publication qui était réservée, par exemple, juste aux amis de celui qui l'a publié ou à un réseau qui a été sélectionné, plus personnalisé. Donc, c'est pour ça que j'ai sciemment choisi d'afficher ici deux exemples qui sont publics, puisque ça va limiter là, les problèmes éthiques qu'on pourrait rencontrer ici. Donc, on voit que j'ai aimé ce lien, et si on cliquait sur le lien en question, on retourne directement sur la publication d'origine, donc dans tout son contexte ici, où on voit justement qui a aimé cette publication et éventuellement qui l'a commenté. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec un participant à une recherche, donc l'intervieweur va se laisser guider, le participant va cliquer sur les différents liens et il va expliquer pourquoi il l'a publié, dans quel contexte il l'a publié, quelles étaient ses intentions, quelles étaient ses réactions, par exemple, si ça a suscité des commentaires, etc. Et il peut systématiquement le faire pour chacune de ces publications. Donc, si je reviens à mon... Voilà, je reviens ici. Donc, on pourrait regarder chacune de mes traces puis procéder de la même façon. Pour une recherche qui porte sur des thématiques santé, on sait par exemple qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Facebook qui vont se créer des groupes, par exemple des groupes plus ou moins fermés, là, pour justement discuter avec des gens qui vivent la même situation qu'eux, par exemple d'une maladie, d'une situation particulière, etc. Donc, ces groupes de soutien qui prennent de plus en plus de place sur les médias sociaux, et je suis certaine que vous pouvez m'évoquer là, plusieurs recherches justement qui étudient ces choses-là. Encore une fois, pour les fins de la démonstration, je vais utiliser une tranche de vie personnelle, comme ça, hein, c'est moi-même qui accepte de le dévoiler. Hein. Donc, moi, j'ai accouché en décembre 2012 de mon premier fils. Et à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai joint un groupe Facebook.
qui s'appelle Les mamans givrées de décembre 2012. Okay? Donc, en quoi consiste, pourquoi j'explique cette tranche, je ne sais pas pour raconter ma vie, mais c'est parce que je pense que c'est un exemple qui se rapproche de vos objets de recherche. Donc, ce groupe Facebook, il réunissait une soixantaine de mères provenant des 4 coins du Québec qui avaient ceci en commun, qui était d'accoucher en décembre 2012. Comment ces mères qui ne se connaissaient pas auparavant se sont repérées? C'est par l'entremise d'un autre site, le site Maman pour la vie, qui est un site qui donne l'information pour les nouvelles mères et tout ça. Sur ce site, il y a un forum où vous pouviez aller joindre une discussion qui intéressait toutes les mères qui accouchaient en même temps le même mois, décembre 2012. Et ce qui est intéressant pour la chercheuse que je suis, okay, donc évidemment j'avais mes 2 chapeaux en même temps, j'en ai pas fait un sujet de recherche, là, mais bref, j'avais des questionnements qui provenaient de mon chapeau de chercheuse sur les usages des médias sociaux. C'est que ce groupe de mamans-là s'est rejoint sur le forum, s'est repéré sur le forum de Maman pour la vie, mais ils l'ont tout de suite quitté pour aller créer un groupe fermé sur Facebook. Et quand on étudie les différentes affordances des plateformes en ligne, bien évidemment, les affordances, c'est-à-dire ce que la plateforme facilite ou contraint, ce n'est pas les mêmes sur un forum de discussion que sur Facebook, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités, il n'y a pas les mêmes potentialités, et pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait aller plus dans le détail, mais pas ici, c'était plus approprié de se déplacer sur Facebook, et notamment l'aspect privé, puisque c'est un groupe qui est complètement fermé, donc qui n'est visible et accessible qu'à ceux qui en font partie. Okay? Donc, j'ai joint ce groupe dans l'année 2012 et j'en fais toujours partie aujourd'hui. Okay? Certaines de ces femmes, je les ai rencontrées hors ligne. Certaines autres, je les connais juste par nos interactions via ce groupe Facebook-là. Et je vous dirai rapidement, sans dévoiler le secret de ce qui s'y raconte, que c'est un groupe qu'on pourrait qualifier un groupe de support, okay? Notamment pour plusieurs questions liées à la santé des mères aussi, évidemment, la santé ensuite des nouveau-nés et des enfants qui grandissent, puisque mon fils a maintenant 3 ans. Donc, donc c'est un groupe de support et donc les interactions sont très, très riches et sont allées très, très loin. Okay? Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, pour un chercheur qui s'intéresse à ce type de groupe de support-là, il pourrait dire, moi, je m'intéresse justement au type d'entraide et d'interaction qu'il y a sur ce genre de groupe Facebook-là. Évidemment, il devrait demander à des fins éthiques le consentement des personnes qui y participent. Et à partir du moment où il obtiendrait ce consentement éclairé, n'est-ce pas, il pourrait demander justement à une des participantes de ce groupe de mener cet entretien de visite, sous forme de visite guidée de l'historique personnel. Donc, admettons que vous êtes les chercheurs, je suis une des participantes à ce groupe, vous avez obtenu le consentement de tous les membres de ce groupe. Alors, moi, je pourrais vous guider à travers mon historique personnel. Et ce que je pourrais faire ici, c'est que je pourrais aller dans les filtres et je vais cliquer sur plus pour faire déployer. Vous voyez, ça fait... Bon, on ne voit pas vraiment parce que c'est coupé à gauche, là, mais vous devez me croire sur parole. Je peux faire un filtre par groupe où là, on va voir que les publications qui ont été justement... Et là, je vais me faire un petit camouflage très, très rapide et bricolé. OK. Donc, je vais juste cacher, si vous me permettez. Voilà. OK. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, on va cacher avec ma fenêtre en surimpression. Je cache les noms. Donc, on pourrait ici voir toutes les publications qui, justement, ont un lien avec moi et ont un lien avec ce groupe, où je pourrais expliquer à vous, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'on échange, quel type de support on se donne. Okay? Bon, là, les publications, étant donné qu'elles sont anonymisées, elles ne sont pas trop sensibles, ça va. Vous voyez, évidemment, un test de grossesse qui est positif. Okay? Donc, je pourrais vous expliquer, à vous, chercheurs, que cette participante au groupe, elle tente de devenir enceinte de son 2e enfant depuis plusieurs mois, elle a de la difficulté à concevoir. Elle nous raconte au fil des mois ses péripéties liées justement à une conception qui est difficile. Elle reçoit beaucoup de support de la part des membres de ce groupe-là qui sont soit passés par des situations similaires ou qui vont simplement la supporter, lui suggérer des choses à faire. Et finalement, elle nous annonce avec cette image d'un test de grossesse qui est positif, la bonne nouvelle, qui va ensuite susciter des commentaires, des réactions, d'autres types de partages. Si on avait le consentement éclairé du groupe,
pourrait cliquer là-dessus, puis on pourrait justement co-analyser ensemble les interactions qui en ont suivi. Évidemment, on ne l'a pas, donc on n'ira pas plus loin que ça. Okay? Et même principe pour les photos d'un bébé que vous voyez juste en dessous. C'est une des participantes dont le bébé a beaucoup de soucis de santé ces derniers temps. Et c'est toujours un dilemme quand un nouveau-né qui fait de la fièvre, est-ce qu'on va à l'urgence ou est-ce qu'on ne va pas à l'urgence? Il y en a qui ont été dans cette situation-là, c'est toujours la question qu'on se pose. Quand c'est assez grave pour aller à l'urgence, me taper un 6 heures d'attente, ou quand je fais juste attendre que ça tombe, je donne un peu de Tempra, c'est le dilemme qui est constant quand on a un bébé qui fait la fièvre. Et si on appelle à la ligne Info Santé, qu'est-ce qu'ils nous disent systématiquement? À l'urgence. Donc, bref, pour des nouveaux parents qui sont dans cette situation, la ligne Info Santé, bien souvent, ils vont vous faire la boutade. Justement, ça ne me donne rien de les appeler parce que la première chose qu'ils vont me dire, c'est « rends-toi à l'urgence ». Donc, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Et donc, ces mamans-là se tournent sur ce genre de groupe Facebook-là, vont publier des photos, par exemple, de la respiration sifflante de leur nouveau-né, pour dire, est-ce que vous pensez qu'il est trop obstrué, qu'il faudrait vraiment qu'on y aille, écoutez sa respiration, OK? Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a évidemment des infirmières, c'est-à-dire que parmi les mamans, il y en a dont le métier, c'est des métiers liés à la santé, donc là, ils vont les interpeller plus directement. Caroline, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu entends cette... Ah, je trouve que sa respiration est vraiment pas belle, il faut que tu y ailles tout de suite, etc., ou vont comparer tout ça. Donc, il y a vraiment des échanges liés à la santé, liés au support, liés aux conseils, à ces conseils qui sont prodigués sur la base de l'expérience des mamans et non pas sur l'expérience des professionnels, évidemment, à part pour les mamans qui sont professionnelles elles-mêmes dans le secteur de la santé. Donc, on peut facilement imaginer que ce serait très, très riche de conduire un tel type d'entretien semi-dirigé parce que comme je l'ai fait ici, je peux vous dire justement quel était le contexte, c'était qui cette personne-là, pourquoi j'interagis avec elle, c'était quoi le contexte de production. Donc on pourrait essayer de trouver ensemble. Bon, on ne peut pas vraiment simuler la visite guidée ensemble, parce qu'on a des contraintes matérielles et éthiques, mais je serais intéressée à savoir justement quel type de questions vous pourriez poser à un participant dans un type de stratégie d'entretien, de visite guidée de ces traces comme ça. Qu'est-ce qui vous viendrait comme type de questions qu'on pourrait explorer? On n'est pas obligé de se limiter à mon exemple de maman ici, là, ça pourrait être dans d'autres cas. Oui? Qu'est-ce que ça leur apporte de partager ces informations? Donc, qu'est-ce qu'elles en ont retiré? Comment elles l'ont utilisé? Parce que bien évidemment, si je reprends mon exemple ici, on peut avoir une maman qui dit j'aime pas du tout la respiration sifflante de ton enfant, j'irai immédiatement consulter. Qu'est-ce qu'on en fait après? C'est autre chose. Hein? Donc peut-être que sur Facebook, on va répondre merci beaucoup de ton conseil, je vais aller à l'urgence, mais qu'en réalité, on ne va pas y aller pour toutes sortes de raisons. Hein? Donc on pourrait explorer ça aussi dans l'entretien visite guidée. Donc partir de la trace, partir de cette publication, mais ensuite voir qu'est-ce qui en est ressorti. D'autres exemples ou peut-être juste d'autres idées dans quel contexte ça pourrait être utile de mobiliser cette stratégie? Oui? Je trouve intéressant qu'il y ait une infirmière qui, dans le réseau, qui agit, qui intervient en tant qu'infirmière, mais pas sur la job. Donc, c'est des enjeux d'ontologie, des enjeux de la profession, d'intervenir et de donner un conseil d'infirmière sur un réseau public privé, oui, un groupe privé. Oui, absolument. Ça, en soi, ça sera un sujet de recherche qui est intéressant, c'est-à-dire de prendre cette personne qui a un rôle professionnel d'infirmière, mais qui ici prend un chapeau différent, qui est celui du chapeau d'une maman qui entretient des liens avec les autres mamans du groupe, mais qui en plus a ces connaissances-là et qui bien souvent va expliciter ces précautions-là. Par exemple, parfois, elle va dire, ben moi, dans ma job, je l'aurais fait de telle façon pour telle raison, mais là, ici, je te parle comme une maman. Hein? Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Comme élément par rapport à la visite guidée, bon, on l'a dit, je vais conclure rapidement parce qu'on est rendu à l'heure du dîner, mais donc je vais juste faire un petit wrap-up. Donc, évidemment, c'est accessible que sur son propre profil. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment que ce soit le participant lui-même
qui accèdent et qui nous guident à travers ça. On l'a vu, les filtres permettent de visualiser différents types. Il y a des limites toujours et il faut être conscient quand on est chercheur qui s'intéresse aux médias sociaux que Facebook change constamment sa façon de procéder, tout ça. L'interface change constamment. Donc, quand mon collègue Guillaume a fait ses visites guidées avec les étudiants qui avaient participé à la grève, il était possible d'aller chercher des éléments d'un mois précis et de sauter rapidement un mois précis, alors que maintenant, c'est plus possible parce que Facebook a changé l'interface. Donc ça, c'est toujours un risque qui nous guette en tant que chercheur quand on s'en remet à ces plateformes-là, puisqu'on ne sait pas comment elles vont évoluer. Et ce qui est possible de faire présentement comme collecte de données ne sera pas nécessairement possible demain. Notamment les filtres pour les groupes, c'est intéressant, mais il ne va pas les séparer par groupe précis. Donc, mon cas des mamans de décembre 2012, et les publications étaient mêlées avec d'autres groupes auxquels je fais partie. Ce qu'on disait, ce qu'on a remarqué, c'est que la visite de ces traces-là, qui parfois remontent à longtemps, comme tu le mentionnais, va faire surgir des commentaires spontanés. Donc, parfois, le chercheur n'a même pas besoin de poser la question. Il va avoir cette prise de conscience-là. Peut-être qu'avec le cas de notre infirmière, spontanément, en revisitant cette trace-là, elle réaliserait elle-même: j'ai franchi une frontière que j'aurais pas dû franchir ici. Donc, il pourrait même avoir cette prise de conscience-là après coup, une fois qu'on a publié à chaud, on a voulu aider, et puis là, après, on revisite, puis on fait: oh mon Dieu, là, j'aimerais pas que mes collègues sachent que j'ai fait ça, parce que c'est vraiment pas, ça respecte pas la déonto. Souvent, il y a des trucs comme ça qui surgissent juste à revisiter les propres tasses, parce que, évidemment, je vais continuer. Je vais plutôt aller ici. Voilà. La mémoire, ce que j'ai indiqué ici en troisième point, c'est que la mémoire des participants est activée par la vue des traces dans leur contexte initial de publication. Donc, évidemment, on pourrait mener un entretien semi-dirigé, traditionnel, en posant ces questions-là à un usager Facebook sans avoir la visite guidée des traces. Mais là, évidemment, il faut qu'on s'en remette à notre mémoire aussi. Donc là, ici, le fait de pouvoir voir les traces en contexte, on peut en dire beaucoup plus long. Puis même parfois dire: je me souviens pas que j'avais publié ça. Et là, maintenant que tu me le remontes, OK, on peut en parler. OK? Pourquoi j'indique ici que ça maximise le ratio signal-bruit? Parce que si je m'intéresse à des publications qui ont trait à la santé des nouveau-nés, bien évidemment que je ne suis pas qu'une mère dans ma vie et mes publications sur Facebook, ils touchent toutes sortes de sujets. Donc, la visite guidée permet d'amener le chercheur directement aux publications qui concernent cet aspect-là de ma vie. Okay? Donc, ça peut permettre justement de faire ce filtrage. Le premier point ici peut être mobilisé avec tout type de traces en ligne. Donc là, j'ai montré l'exemple de Facebook, mais on pourrait le faire sur des forums de discussion, sur des comptes Twitter, etc. Mais aussi, on pourrait le combiner avec d'autres méthodes. Par exemple, les chercheurs Dubois et Ford, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment du mix méthode Big Data avec complémenté avec des stratégies qualitatives. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent des visualisations à leurs participants pendant l'entretien. Ils leur demandent de commenter. Donc, je vais simplement vous montrer ce qu'ils nous ont... J'avais participé à un atelier où justement Dubois et Ford nous montraient ce qu'ils faisaient. Donc, c'est une forme de visite commentée, mais au lieu d'aller visiter les traces explicites, les messages publiés sur Facebook, eux, ils avaient fait une visualisation à partir justement de données Big Data, et puis ils nous montraient cette visualisation, ils nous demandaient de commenter dessus. Donc, avant l'atelier, ils nous avaient tous demandé de donner nos identifiants Twitter, et on était dans l'atelier plein de chercheurs qui ne se connaissaient pas de partout dans le monde. Et donc, les auteurs avaient produit cette petite visualisation toute simple, on s'entend, okay, où ils nous montraient les liens qu'on avait avec d'autres personnes qui participaient à l'atelier. En réalité, la manière d'interpréter cette visualisation-là, c'est sur Twitter, combien de fois avez-vous mentionné une autre personne? Donc, vous voyez, moi, mon username, c'est Claude Bonneau. On remarque juste à côté de moi Mélanie Millette et Guillaume Lescotot, qui sont mes co-auteurs. Donc, on voit les liens entre nous qui montrent que moi, j'ai déjà mentionné Guillaume dans mes publications et vice-versa, alors que j'ai aucun lien avec d'autres participants. Okay? Et donc, dans cet entretien visite guidée, ils nous ont montré les visualisations, puis ils nous ont demandé de commenter les visualisations. Donc, c'est un petit peu ça le sens de ma question tout à l'heure à Maud, où je disais, est-ce que pendant tes entretiens semi-dirigés avec tes joueurs, tu leur as montré les données qui étaient plus issues de tes méthodes quanti, parce que peut-être qu'ils auraient pu dire des choses sur leur comportement quantifié
est expliqué pourquoi ils sont arrêtés à tel niveau, puis la vue justement de ces données-là aurait fait surgir des commentaires. Et je conclurai sur un aspect très, très logistique, donc je vais juste retourner en arrière. La façon dont mon collègue Guillaume a réalisé ses visites guidées, c'est en présentiel. Donc, il a fait venir l'étudiant, par exemple, en question, l'étudiant gréviste, pour avoir l'entretien côte à côte. Donc, ils sont ensemble devant un écran. C'est l'étudiant qui navigue à travers les traces. Et ensuite, il va enregistrer à la fois, évidemment, le son de l'entrevue, mais aussi la navigation avec un logiciel comme Camtasia qui enregistre la navigation pour pouvoir ensuite faire une analyse plus poussée des traces qui ont été commentées. Donc ça, c'est en présentiel. Évidemment, on pourrait le faire aussi à distance. Là, on pourrait penser à utiliser un outil de vidéoconférence qui permet, donc il y a une fonctionnalité de partage d'écran. Donc on s'imagine le chercheur est ici, le participant, il est chez lui et il va justement partager son écran et aller visiter son historique personnel Facebook. Le chercheur va pouvoir le voir en même temps à travers le partage d'écran. On donne l'exemple d'Adobe Connect, c'en est un qu'on connaît bien ici à l'UQAM, qui permet ce partage d'écran-là, mais qui permet aussi d'enregistrer, donc d'enregistrer toute la navigation, puis d'enregistrer aussi les interactions verbales qu'on aurait avec l'interviewé. Si on décide de le faire en visioconférence aussi, bon, on pourrait avoir l'enregistrement de la personne. Donc, il serait possible de l'opérationnaliser aussi à distance. Donc, j'ai amplement utilisé le temps et même plus, donc je vais m'arrêter ici. Merci.